Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ça vous regarde version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. C'était une bien belle idée, des bras pour nos assiettes. Eh bien, elle a fait flop. Peu de chômeurs ont finalement prêté main forte aux agriculteurs. À l'heure où certains rêvent de créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois dans le monde paysan, la réalité est plus cruelle, on en débattra. Quand un virus a raison de la surpopulation carcérale grâce aux mesures contre l'épidémie en prison, le nombre de détenus est inférieur au nombre de places et c'est historique. Comment maintenir cet équilibre après le Covid? On en parlera avec le directeur de l'administration pénitentiaire ainsi que Maïtina Bérabin pour la dernière de Déconfiné sur LCP. Enfin, le jour d'après, gros plan ce soir sur la géopolitique de demain. États-Unis, Chine, Europe, quel nouvel ordre mondial après la pandémie? Grand entretien ce soir signé Sylvie Kaufmann. Voilà donc pour le programme #CVR, ça n'a pas changé. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Vous vous souvenez sans doute de cet appel vibrant signé du ministre de l'Agriculture. Moi, je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre, un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, à celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesses d'accueil dans un hôtel, aux coiffeurs de mon quartier, à celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Eh bien, la grande armée, elle n'aura pas déferlé dans les champs. Bonsoir, Richard Ramos. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député MoDem du Loiret, amoureux du monde agricole, même ancien critique gastronomique. Vous êtes chevalier anti-malbouffe. On a hâte de vous entendre sur ce flop de la cueillette locale, si j'ose dire. Vous débattrez ce soir avec la piquante Géraldine Wössner qui fait son grand retour dans Ça vous regarde. Merci Géraldine d'être avec nous, journaliste au Point et chroniqueuse dans cette émission. C'est vrai qu'elle était belle cette idée au départ, hein. Aider les paysans en manque de main d'œuvre pendant la crise. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Bonsoir Stéphane. Il est où mon Stéphane? Stéphane Blakowski. Le voilà, magnifique bibliothèque. Je ne sais pas combien de bibliothèques vous avez là où vous êtes derrière votre écran, mais il y en a pas mal. C'est un bon signe, je dirais. Là, je suis dans les toilettes, hein. Vous ne me voyez pas où je suis aussi. Mais... Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris, Stéphane, ce soir. Alors, si j'ai bien compris, hein, Myriam, en France, on produit des légumes qui sont vraiment très bons, des fruits mais qui sont délicieux. On a un seul petit problème, c'est que les Français n'ont pas le courage de se baisser pour les cueillir. Alors, le résultat de ça, c'est que pour pas que la récolte pourrisse dans les champs, chaque année, la France doit faire appel à des travailleurs de l'étranger. Mais vu que cette année, les frontières sont fermées avec le virus, c'est l'angoisse. Mais comment on va faire pour cueillir nos fruits et nos légumes? Bon, je dois avouer qu'au départ, le problème paraissait pas insurmontable. On se disait, sur les 12 millions de Français en chômage partiel, on va bien trouver 45 000 volontaires. C'est possible quand même. C'est pas si évident. D'accord, il y a eu 300 000 candidatures, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, mais finalement, il y en a simplement 15 000 qui ont été retenus. Alors, il faut dire que du point de vue des agriculteurs, le travailleur français n'est pas du tout à la hauteur du travailleur polonais. Alors, je ne dis pas ça parce que je m'appelle Blakowski, hein. Je dis ça parce que Damien Riot, producteur de fraises en Bretagne, nous explique que les nouvelles recrues françaises sont un peu décevantes. Vous embauchez 12 personnes le lundi matin. En fait, il n'y en a que 8 à se présenter. À midi, il y en a déjà une de moins. Au bout de 3 jours, il n'en reste que 3. Et en fin de semaine, il ne vous reste plus qu'une personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais avec ces Polonaises? Ah non, pas du tout, puisqu'elles viennent vraiment motivées. Alors attention, il ne faut pas non plus se flageller. Ce manque de motivation n'est pas spécifiquement français. En Allemagne, c'est exactement pareil. Ils sont disciplinés, ils sont courageux, ils sont durs au mal. Mais les Allemands ont quand même dû faire venir 40 000 Roumains pour assurer la cueillette des asperges. Sinon, la récolte était foutue. Alors, la solution la plus originale, elle vient d'Italie. L'agriculture italienne a besoin, chaque année pour pareil que la France, récolter de centaines de milliers de travailleurs étrangers qui vivent clandestinement en Italie. Mais puisqu'ils sont utiles à la société italienne, pourquoi ne pas les régulariser? C'est ce qu'a décidé le gouvernement. La ministre de l'Agriculture l'a annoncé. Et comme elle-même a été ouvrière agricole à l'âge de 14 ans, elle était un petit peu émue. Pour moi, par mon histoire personnelle, il y a un point fondamental.
Et je me réfère à l'article 110 bis, l'émergence d'un cadre de travail légal. À partir d'aujourd'hui, grâce à la décision de ce gouvernement, les invisibles seront moins invisibles. Alors, cela dit, il y a bien sûr pas que dans l'agriculture où les étrangers occupent des emplois pénibles et mal payés. C'est dans des secteurs comme le nettoyage, le bâtiment, la surveillance. Alors, pourquoi ne pas faire comme l'Italie? Si ces gens sont utiles à la société, pourquoi ne pas les régulariser? Et en même temps, avec le chômage qui augmente, on se demande si les Français ne vont pas être obligés d'accepter des emplois pénibles, mal payés, et du coup, on aura peut-être moins besoin de travailleurs étrangers. Merci Stéphane. Il y a plein de questions dans ce billet d'humeur. On va commencer par le début. Richard Ramos, cette initiative, tout le monde l'a louée au départ. C'est plutôt un flop. Est-ce que ça vous surprend? Non. C'est ne pas connaître l'agriculture. D'abord, on a vu dans le début de l'émission, on a vu les asperges. Il en reparlait. Moi, j'ai ramassé des asperges dans le Val-de-Loire quand j'étais gamin pour gagner mon argent de poche. L'objet qui la ramasse s'appelle une gouge. Si vous la mettez de travers, vous ne ramassez pas d'asperges. C'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser... C'est comme si on pense que serveur, c'est juste porter une assiette sur une table. C'est un métier. Et donc, les gens qui venaient, les Marocains qui venaient tailler la vigne, c'est un métier. Et donc, au-delà du courage, au-delà de ce mal, ce dur au travail qu'ils sont, c'est un métier de travailler dans l'agriculture. Ça ne s'improvise pas comme ça. Et donc, croire qu'on allait comme ça, sur un coup de baguette magique, dire à des serveurs, vous devenez des ouvriers agricoles, c'était une erreur. Mais au départ, l'idée pouvait être bonne. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui, pendant le confinement, voulaient être utiles. Vous savez, il y a des jeunes au chômage partiel aussi. Il faut rappeler quand même le dispositif. Vous étiez rémunéré. Non, mais rien ne s'improvise, si vous voulez. Dans l'agriculture, on a besoin de gens qui sont, même si on a l'impression que c'est des métiers pas qualifiés, qui sont qualifiés. Et puis après, c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a un travail dans l'agriculture qui est physique, et quand on n'a pas eu l'habitude de faire ce travail physique-là, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire, ce travail-là. Alors oui, il faut régulariser, les travailleurs. Bien sûr qu'il faut régulariser. Les travailleurs étrangers. Bien sûr. Ils ne demandent pas nécessairement. C'est pas des clandestins qui travaillent dans nos champs. Il ne faut pas exagérer. Enfin, il peut y en avoir des pays européens qui viennent et qui repartent. Il peut y en avoir. Alors, il peut y en avoir de temps en temps. Oui, il peut y en avoir, mais ça reste. Là, moi, je serais pas tout aussi négatif que vous, parce que alors c'est vrai que ça fait un flop. Ça n'a pas fait un flop uniquement à cause de la pénibilité. C'est-à-dire que sur les 300 000 candidatures, par exemple, il y en a 30 000 qui étaient à Paris déjà. Ensuite, il y a le problème de loger tous ces gens. On est quand même en période de coronavirus. Si on peut pas en mettre plus que 10 dans les chalets, enfin, il y avait tout un tas de problèmes comme ça qui se sont accumulés. 300 000 candidatures, 15 000 contrats à l'arrivée. Même recrues. Même c'est un peu moins d'ailleurs. Moins que ça. Ouais. C'est quand même très peu. Et on ne sait pas d'ailleurs quel type de contrat. Mais c'est très peu, mais il faut bien voir, c'est pas seulement un problème de salaire, c'est beaucoup ce qu'on a entendu, c'est super mal payé, c'est payé au SMIC ou 1,2 SMIC, c'est pas plus mal payé que d'autres emplois saisonniers qu'un emploi de serveur par exemple. Il y a vraiment cette notion de pénibilité qui est mésestimée. Et tant qu'on n'a pas réhabituer la population à ce que c'est que la réalité du travail agricole, on n'avancera pas. Je pense que ça reste positif. Donc les candidats, ils étaient naïfs, en fait. Ces 300 000 personnes, elles sont inscrites, elles restent inscrites, et ça permet de créer un lien. Et moi, j'ai parlé avec les gens qui ont créé ces plateformes-là. Ils se disent, bon, on a mal calibré au départ. Effectivement, il faut des gens formés, un minimum. Donc, à partir de là, ils commencent à leur envoyer des vidéos sur qu'est-ce que c'est que de cueillir des abricots, qu'est-ce que ça implique que de ramasser des fraises. C'est fatigant pour que les gens soient alertés, en nombre d'heures dans la journée, travailler le week-end, en connaissance de cause, parce que l'idée c'est de recréer ce lien, que ce soit un lien durable. Les gens qui viennent de l'étranger, ils sont à peu près 70 000 chaque année en saisonnier qui viennent de l'étranger, ils reviennent tous les ans. Ce sont des métiers qu'ils connaissent, ils savent palisser une vigne, ils savent manier la gouge. Et pour un agriculteur, quelqu'un qui vous écrase vos fraises, vos framboises ou qui vous ravage vos asperges, c'est juste pas possible. Il y a un vivier d'habitués et ça ne s'invente pas. Je donne la parole à Stéphane qui a très envie de réagir et je vous la redonne juste après, Richard Ramos. C'est vrai que la spontanéité n'y est pas forcément, mais j'entendais qu'on prenait un peu la défense du courage des Français, qu'on s'abritait derrière des difficultés techniques de savoir s'y prendre. En temps normal, chaque année, il y a un tiers des saisonniers qui viennent travailler dans l'agriculture, qui viennent de l'étranger. Ça veut dire que c'est un travail que les Français ne veulent pas. Il n'y a pas que dans l'agriculture. Pareil dans la surveillance, pareil dans le nettoyage. On est vraiment confronté à ça. On a une population qui a augmenté de niveau de vie, qui est plus à l'aise. Et si les gens ont fui la campagne, c'est pas pour y retourner. La révolution culturelle où les citadins reviennent au champ, personne n'en veut.
Richard Ramos, Oui. Alors, les Français ne veulent pas de ce travail-là. C'est pas qu'ils ne veulent pas, parce que je pense que quand ils se sont inscrits, il y a un rapport à l'agriculture qui est... Les gens aiment l'agriculture. C'est romantique. Et Ils ont une vision quelque part, romantique. ils voulaient donner le coup de main. C'est-à-dire, la volonté était là. Et donc ça, c'est tout à l'honneur des Français. Par contre, comme tout le monde l'a dit, c'est dur. Et aujourd'hui, il faut se mettre à la réalité sur les emplois qui sont très durs. Eh bien, il y a peu de Français qui veulent y répondre. Mais elle en dit long, cette difficulté à recruter, alors que la crise Chaque économique arrive. Et elle n'est pas liée à ça. Qu'est-ce qui va Chaque se passer année, c'est 70 000 emplois non pourvus dans l'agriculture, 10 000 en CDI, qui ne sont pas des petits jobs, qui sont des jobs correctement payés, qui ne sont Sarah pas Moss, pourvus. le monde d'après, beaucoup le voient avec un rapatriement de l'agroalimentaire, la souveraineté alimentaire en France. Quand on voit ce flop-là, on se dit, mais il y a un décalage immense. On ne pourra pas reclasser, on ne pourra pas repeupler de paysans nos terroirs. Non, mais de toute façon, il faudra reproduire local. Je veux dire, c'est une évidence. Je veux dire, même les Français qui ont été confinés, ils se sont remis avec des fruits à faire des tartes avec leurs enfants. Et donc, ce goût-là du produit, ce goût-là, et cette réflexion qui a été celle du confinement, elle doit permettre Mais ça. quand vous voyez que pour la cueillette, c'est compliqué, Et on trouvera des solutions. vous vous dites pas, il va y avoir un gros problème? Non, mais il y a toujours des problèmes. Mais on l'a dit, il y a des travailleurs détachés. Eh bien, faisons en sorte que ces travailleurs détachés, on accepte de ne pas se cacher derrière son petit doigt, de se dire que finalement, ces gens-là, ça fait partie de notre économie et qu'on est content de les accepter quand ils viennent travailler chez nous, parce qu'on a besoin d'eux. Mais comme c'est des sujets tabous, parce que ça rappelle des sujets sur les migrants, l'immigration, etc., c'est les sujets qu'on met sous la table. Eh bien, prenons les sujets sans les mettre sous la table. On a besoin d'une indépendance alimentaire. Vous savez que ça fait 20 ou 30 ans que je réclame ça. Et donc, on a aujourd'hui cette possibilité-là parce que la demande est là. On a des Français qui sont presque prêts aujourd'hui à payer un peu plus cher parce que ça serait produit ici. Mais encore une fois, faut tout accompagner. C'est pas si simple que ça. Madame qui est journaliste au Point, elle vous dira qu'économiquement, il faut aussi que les gens aient les moyens d'acheter un peu plus cher. Et donc, c'est un tout. Et bien, il va falloir prendre ce tout à bras le corps. Je me demandais si face à cette situation, vous n'aviez pas le sentiment que Pardon, Attendez, on va laisser le gouvernement Stéphane parler. tergiversait un petit peu. La magie des émissions déconfinées. Stéphane. Ouais, je vais demander à M. Ramos s'il n'avait pas l'impression que le gouvernement tergiversait un petit peu, justement pour les raisons qu'il vient d'évoquer. On parle d'immigration. Attention de ne pas donner le sentiment qu'on n'a que l'immigration. Alors, le 7 mai, Castaner dit c'est bon, on donne des dérogations pour les travailleurs. Le 11 mai, on arrête 200 travailleurs espagnols à la frontière, on leur dit de rentrer chez eux. Le 13 mai, Didier Guillaume dit on attend quand même les dérogations. Vous croyez que c'est parce que on ne veut pas donner le sentiment qu'on ouvre les portes à l'immigration? Oui, vous avez entièrement raison, mais il est temps, moi je l'ai dit, je le répète, je suis dans la majorité présidentielle, je dis on a été élu pour faire de la politique autrement, eh bien c'est le moment, faisons de la politique autrement et acceptons la réalité qui est face à nous. Parce que c'est l'objectif qui est le plus important. L'objectif, c'est la résilience alimentaire territoriale. Donc vous dites que ce soir, il faut régulariser tous les travailleurs étrangers tous les travailleurs sur le étrangers territoire dont on a besoin et qu'on admet qu'on en a besoin, il faut leur dire, pas forcément les régulariser, mais leur dire vous avez le droit de venir pour une saison travailler chez nous. Moi, c'est une partie de solution, effectivement, mais là, ce que vous dites, vous avez le droit de venir pour une saison, c'est ce qui existe déjà, donc je ne vois pas tellement ce que ça change. Ce qui me semble intéressant dans ces initiatives-là, c'est aussi de ramener vers ce travail de la terre des salariés qui, demain, vont peut-être être en grande difficulté. Or, ils se sont aperçus, les agriculteurs qui les embauchent, qu'il y avait des liens qui se faisaient très bien avec notamment les travailleurs de l'hôtellerie-tourisme. Ce sont des gens qui sont habitués à des travails pénibles, ils sont debout toute la journée, des tâches répétitives. Une forme de reclassement possible. Oui, il y a des formes de reclassement possibles, mais maintenant l'agriculture souffre aussi d'une image qui est déplorable. Les gens n'ont pas non plus envie, ils s'imaginent que c'est extrêmement mal payé. Ça ne l'est pas plus que dans d'autres secteurs, ça pourrait être valorisé, ça on s'entend bien. Et c'est aussi, c'est honteux, c'est simplement dévalorisé. Mais comme le sont beaucoup de métiers manuels en France, et c'est un tort. Maintenant, on a sur la aussi perspective de l'après. On a aussi cette immense hypocrisie en France qui est qu'on a un discours public qui vous dit le local c'est formidable, le bio c'est l'avenir, c'est extraordinaire. Je vous rappelle que le bio c'est 40% de rendement en moins et puis il faut aller désherber à la main. Donc moi j'attends qu'on m'explique dans les politiques publiques qu'on met en œuvre qui va aller désherber les champs à la main. Aujourd'hui on voit très bien qu'il n'y a pas ces effectifs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aura pas demain, mais il y a un vrai travail de reconquête à faire auprès de la jeunesse. Ce sont quand même des métiers qualifiés maintenant, parce qu'on
on les voit cueillir les fraises. Quelqu'un qui cueille les fraises, le reste de l'année, il fait d'autres choses. Il faut maîtriser la technologie. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont hyper connectés. Ils ont des écrans, des capteurs qui leur disent comment. Ce sont des outils qu'il faut maîtriser et il faut former une jeunesse pour ça. Donc, si ces 300 000 là, ils ont envie, je trouve que c'est quand même un premier pas. Oui. Un premier pas. Ils connaissent pas, ils ont envie, mais il faut se saisir de cette opportunité-là. Vous croyez à ces transitions possibles ? Oui, je crois à ces transitions possibles parce que on voit bien qu'il y a aussi une jeunesse qui était dans la rue pour l'écologie et qui a envie de participer, même quand elle n'est pas qualifiée, à ce nouveau monde. Mais pas parce qu'il y a eu le Covid-19. Parce qu'il y a une volonté de faire autrement. Et on a des gens qui sont qualifiés et qui vont aller faire une saison là, une autre saison, et qui vont pas forcément être tout le temps sur le même métier, mais qui vont notamment retourner à l'agriculture. Voilà. En fait, c'est toujours la question de l'opportunité du moment. On se dit, rapatrions notre souveraineté alimentaire sur notre sol. Ça veut dire... il faut s'asseoir sur les coûts. Ça veut dire qu'on va payer plus cher notre alimentation. Elle sera peut-être meilleure. Est-ce que c'est compatible avec la crise économique en ce moment ? Et c'est la même question. Avec quelle main-d'œuvre ? Si elle n'est pas formée, si on se rend compte que c'est très difficile concrètement, de réussir à faire revenir les gens à ce travail-là. On a le droit de courir toujours. Il y a une forme de paradoxe. Oui, mais il y a des paradoxes. Mais si on court toujours au prix le plus bas, à la fin, c'est les plus pauvres qui trinquent. C'est les plus pauvres qui sont les plus obèses, c'est les plus obèses qui chopent le Covid, et derrière, on a un système qui est mortifère. Quand je veux du prix bas, je fous du sucre dans mon saucisson, ça retient la flotte, et je fais croire aux pauvres que je leur vends de la viande au prix de l'eau. Et donc, ce système-là, on fait d'abord de la politique. Qu'est-ce qu'on veut ? Et on détermine une politique dans les 20 ans sur ce qu'on a envie. Donc pour vous, c'est le bon moment. Et ensuite, on détermine les mots. Non. Mais par exemple, on prend les produits, la concurrence des produits entre les produits français et les produits qui sont les produits importés. Mais d'Europe. D'Europe. Eh bien donc, un produit qui n'a pas les mêmes normes, d'accord ? Eh bien, il faut l'interdire. C'est-à-dire, et là, moi, je vous le dis, dans le monde d'après, on est en train de réfléchir à plusieurs sur une TVA, notamment sur les produits agricoles, qui serait soit une TVA très basse, ou soit qui serait proportionnelle au kilomètre parcouru. C'est-à-dire redonner du sens à ce que l'on fait. Pardon, excusez-moi, ça demande du courage politique. Ça veut dire d'abord de dire, je me donne tel objectif, et je converge les moyens pour que tous les moyens, ensemble, et là, c'est là où c'est nouveau. Moi, vous m'avez vu combattre la grande distribution, vous m'avez vu combattre de temps en temps les industriels. On m'a proposé de signer plein de tribunes que j'ai refusées. Le temps, il est à regarder tous en commun, de la fourchette à la fourche, c'est-à-dire du consommateur jusqu'au paysan, comment on peut faire en commun quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on en reparte, et je m'inclus dedans, dans des combats qui soient des combats qui divisent. Le Covid doit nous avoir appris que peut-être on peut essayer, par des partis politiques différents, des métiers qui d'habitude s'opposent, à faire en commun ce qui est possible de faire en commun. Géraldine. J'entends parfaitement, mais je pense qu'il n'y a pas non plus de solution magique. Et les grands plans qui vous disent ça va être formidable, il n'y a qu'à faire ceci, c'est un domaine qui est extrêmement complexe. L'alimentation est citée par Emmanuel Macron comme l'un des grands secteurs sur lesquels il faut reprendre la main. Il parle de la santé, des médicaments, on ne sait pas. Pour vous dire, la balance commerciale agricole, elle s'effondre. Elle a divisée par 2 en 6 ans. Et s'il n'y avait pas les vins et les spiritueux, elle serait déjà déficitaire. Donc nous, on garde en France, et c'est heureux, et c'est un modèle qu'on chérit, ce modèle de petite exploitation familiale, agricole. D'ici 3 ans, il y a, peut-être un peu plus, mais un tiers des exploitants ont plus de 55 ans. Ils vont partir. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour garder ce modèle de petite exploitation familiale quand ce n'est pas le modèle allemand, quand ce n'est pas le modèle des Pays-Bas ? Et ce sont eux qui nous prennent les parts de marché parce qu'ils arrivent à produire sur des plus grandes surfaces pour moins cher. Voilà. Nous, on a en plus on surnorme, c'est-à-dire qu'on est zélé dans toutes les normes européennes, on les applique plus en France qu'ailleurs. Maintenant, vous expliquez aux agriculteurs que tout va bien se passer, ils ne vous croient plus. Richard Ramos, vous aurez le mot de la fin. On sent bien qu'on vous range du côté des optimistes quand on monte d'après sur l'agriculture et l'alimentation. Mais qu'est-ce que vous répondez aux objections ou aux remarques de Géraldine ? Non, c'est pas des objections, puisqu'elle a décrit 2 mondes parallèles différents. Celui d'une agriculture locale, avec des coûts qui seront plus chers, et des gens qui ont envie de manger français, c'est le 2e critère, après le prix.
d'accord, et une agriculture qui est sur le commerce mondial et qui doit se comparer aux autres qui ont des coûts qui sont moindres que les nôtres avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Donc on parle de deux parallèles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi je dis, il faut d'abord défendre l'alimentation sur les territoires et faire en sorte que quand c'est un circuit qui est court, qu'on mange bien, on doit faire en sorte que notamment dans ce qui va arriver sur la PAC, sur le pilier 2, on reflèche sur ces politiques qui sont des politiques de proximité. Et puis aussi, et là, madame a raison, sur les paysans qui exportent, il faut aussi faire en sorte qu'on ne leur mette pas des boulets aux pieds, parce que si on leur met des boulets aux pieds, ils ne seront pas compétitifs. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On part de la cueillette avec voilà, quelques éléments pour l'après, même si bon, ça ne marche pas parce que c'est un métier. Et on arrive avec Richard Ramos à ce monde de l'après, où l'alimentation redeviendra au fond notre souveraineté, notre maître. Merci beaucoup et à bientôt. On va parler à présent des prisons. Qui aurait pu imaginer qu'un virus ait raison de la surpopulation carcérale? Eh bien, pour la première fois, il y a moins de détenus derrière les barreaux que de places en prison dans le pays. Le taux de remplissage est de 98%. Alors comment a-t-on réussi ça? Comment maintenir aussi ce nouvel équilibre après l'épidémie? Avant d'accueillir nos invités, Clément Méric et Clément Perrault sont allés tourner à la prison de la Santé. Reportage exclusif pour LCP, bilan de 2 mois d'enfermement dans l'enfermement. Regardez. À la Santé, les parloirs ont rouvert hier, mais tout a été repensé pour faire barrage au virus. Le détenu qui accède à la zone des parloirs, avant de passer sous le portique de détection, il y a un premier lavage des mains obligatoire. Il nous remet une charte aussi dans laquelle il s'engage à respecter les gestes barrières, à ne pas avoir de contact physique avec la personne visitée. On leur rappelle que le port du masque est obligatoire. Et ensuite, donc, ils vont rentrer dans des cabines qu'on a réaménagées. Vous voyez, donc la table, elle fait 60 cm. Donc on a rajouté 20 cm de chaque côté. Ici plus qu'ailleurs, le déconfinement est progressif, car le milieu carcéral est un terreau idéal pour le coronavirus. Salles de sport, bibliothèques ou salles de classe restent donc fermées. Mais si le pire a été évité, c'est avant tout parce que 250 détenus en fin de peine ont été libérés. Bonjour, ça va? Et vous, ça va? Ça va, ouais, très bien. On nous promettait quand même l'apocalypse dans les prisons, hein. Le bilan chiffré ne dit pas ça. En 2 mois, à peine 8 détenus ont été contaminés. Le dispositif a donc été efficace. Il a aussi permis aux agents pénitentiaires de travailler différemment. Effectivement, on a eu quand même des conditions de travail un peu plus tranquilles comparé à d'habitude, parce qu'il y a une suspension des activités. Quand on a beaucoup de personnes sur la coursive, on ne peut pas trop discuter avec les gars, on ne peut pas faire de l'humain. Là, comme ça réduit le nombre de détenus, on peut vraiment faire son boulot à cœur. Vraiment, s'il y a des problèmes, vraiment les gérer, faire du cas par cas. Mais dans les premiers jours, les détenus ont eu du mal à accepter ces nouvelles restrictions. Au début, ça a été un petit peu compliqué, il y a eu des petites tensions. Il y a eu des réunions toutes les semaines qui nous ont beaucoup aidés. On a été tenus au courant de l'avancée du virus ici à la Santé. Le dialogue a aidé, les libérations également. On est passé de 870, si je ne dis pas de bêtises, à 600 détenus. On ne parlait que de ça en promenade. C'est une très bonne nouvelle. Et vous espérez que ça continue après le coronavirus? Bien sûr que oui. Vous y croyez? On y croit et tout le monde y croit ici. Amine n'est pas le seul à vouloir y croire. Le directeur de la Santé aussi. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit tenir des leçons de cette crise sanitaire, c'est d'une part que vider les prisons, c'est possible, parce qu'on l'a fait très rapidement, et c'est d'autre part qu'il faut peut-être qu'on se pose maintenant très sérieusement la question de comment on peut punir autrement que d'entasser les gens dans des établissements. Encouragé par la promesse d'Emmanuel Macron, le directeur de la Santé veut croire qu'en prison aussi, plus rien ne sera comme avant. Bonsoir Stéphane Bredin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'administration pénitentiaire. Pour faire simple, vous êtes le patron de toutes les prisons françaises. On va évidemment revenir sur ce reportage, les conséquences qui sont positives, conséquences du coronavirus sur la surpopulation carcérale. Juste un mot, s'il y a un endroit où il faut un monde d'après, c'est celui de la prison? Oui, sans doute. En tout cas, il faut qu'on puisse
capitaliser, construire sur les acquis, notamment de la crise sanitaire, en tout cas les effets qu'a eu la crise sanitaire sur la surpopulation carcérale. Et vous allez nous raconter exactement ce qui s'est passé dans les prisons pendant ces 2 mois d'enfermement, dans l'enfermement. Bonsoir Maïtena. Bonjour Myriam. Bonsoir Maïtena Biraba. Bienvenue dans cette émission, dans Ça vous regarde. Et surtout bravo pour Déconfiner. On est heureux, oui, on a eu du plaisir à la faire cette émission. C'est une belle émission. Ça fait 2 mois 2 mois d'hebdo. On avait dit, tant que les parloirs étaient fermés, on faisait cette émission qui s'adressait donc à ceux qui étaient dedans, donc les personnes détenues, les personnels pénitentiaires, et puis en même temps tous ceux qui expérimentaient, bien, même si être confiné dehors, ça n'a rien à voir avec être enfermé en prison, bien entendu, mais on pouvait se dire qu'il y avait quelque chose qui nous rapprochait les uns les autres et qui nous permettait de penser à ceux qui étaient enfermés. C'est la première émission à la télévision qui s'adresse aux détenus, au personnel pénitentiaire. Vendredi, sur LCP, 19h30, ça donne ça. Regardez, Déconfiné. Est-ce qu'on fait une émission sur les fringues ou pas? Pas du tout. Qui ne s'est jamais laissé enchaîner ne saura jamais ce qu'est la liberté. J'écoute les bruits de la ville. Je me suis battue contre la loi et la loi a gagné. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Cette émission s'adresse à toutes les personnes détenues, au personnel pénitentiaire, à tous ceux qui sont en prison, mais également à tous ceux qui sont confinés dans leurs appartements ou dans leurs maisons. Il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Elle est belle, la liberté. Elle est belle. Voilà, chaque semaine, un directeur de prison, mais aussi des conseils de lecture, une grande voix. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces gens-là, ce monde-là de la prison ? On a découvert votre monde, monsieur. On a découvert la pénitentiaire. On a découvert des directeurs de prison et des... Le premier truc qui me vient, c'est un des surveillants à qui on a donné la parole, et on les entend rarement, et on était très heureux de pouvoir s'exprimer, qui nous dit, je lui demandais s'il faisait un métier comme un autre, si on s'habituait à ce métier-là, et il m'a répondu un peu comme ça, en me disant, mais vous savez, moi, je garde des humains, on ne peut pas s'habituer à ça. Et c'est bizarrement, et si j'ai l'air bisounours, tant pis, ça n'est pas, c'est une réalité. C'est un monde d'humanité, en fait, la prison. Alors, vous avez, au cours de la dernière, est-ce que c'est la dernière? Peut-être pas, mais on verra, d'émission qui sera diffusée vendredi. Vous avez pu interroger la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et vous l'avez fait évidemment réagir à la baisse spectaculaire du nombre de détenus. Je rappelle qu'on est passé de 72 500 à moins de 60 000. Le Covid a-t-il eu raison de cette surpopulation carcérale? Voilà sa réponse. Ce résultat-là de diminution de la population carcérale, il est dû d'une part au fait que les tribunaux ont moins fonctionné puisqu'ils étaient au ralenti. Donc ça, effectivement, c'est directement le résultat du Covid-19. Mais d'un autre côté, nous avons pris des dispositions pour, de manière globale, anticiper la libération des détenus qui étaient en fin de peine. Et cette politique volontariste-là a conduit au résultat que vous connaissez. Mais c'est bien la crise du Covid qui nous y amène. Absolument, mais ma préoccupation, c'est de ne pas revenir au taux de surpopulation carcérale que nous avions atteint avant cette crise-là. Et c'est vraiment pour moi une préoccupation majeure. Stéphane Bredin, merci le Covid. D'une certaine manière, oui. C'est vrai que par le passé, on a déjà eu des baisses spectaculaires de la population carcérale. Après les grandes lois d'amnistie en 81, en 2002, la dernière, les décrets de grâce présidentiels, mais tout ça a disparu depuis très longtemps, depuis près de 20 ans. Et ce que nous enseigne l'histoire, c'est que c'est tout de suite très vite remonté. C'est-à-dire qu'en fait, une loi d'amnistie, un décret de grâce, ça fait baisser la population carcérale et ensuite elle réaugmente au rythme d'avant. Pour bien comprendre pour ceux qui nous regardent, il y a 12 000 détenus en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 000, c'est bien ça, qui ont été libérés parce qu'ils étaient en fin de peine, libération anticipée, et 6 000 autres, en fait, qui sont pas rentrés d'une certaine façon, puisque les juridictions sont arrêtées. C'est un peu plus compliqué que ça, mais d'abord, c'est 13 500 détenus en moins maintenant, hein, si on actualise aux chiffres hier soir. 13 500, c'est-à-dire qu'on est passé de 72 500, comme vous le rappeliez, on est quasiment à 59 000, mais sans doute, à l'heure où je parle, on doit être en dessous de 59 000. Ça veut dire qu'il y a des places vides en prison aujourd'hui en France? Ça veut dire qu'il y a des places vides dans les prisons en France, puisqu'on est à 97% de taux d'occupation depuis le début de la semaine. Mais ce chiffre, il cache encore, et on le voyait
à travers les témoignages de certains détenus ou même d'anciens détenus, il cache encore des fortes disparités. C'est-à-dire que cette moyenne nationale à 97%, ça veut dire quand même encore dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire les maisons d'arrêt, les établissements qui existent dans chaque département où sont notamment incarcérés les prévenus, qui sont présumés innocents. Là, il y a encore beaucoup. Et les courtes peines, là, le taux d'occupation, il est encore à 110% en moyenne, et cette moyenne, elle cache des disparités très fortes. Il faut dire que la surpopulation, ça veut dire, de manière pratique, Par pour ceux qui cellule. nous écoutent, ça veut dire 2 voire 3 personnes dans une cellule, de 9 mètres carrés si on est content, de 7 si on n'a pas de chance, et ça veut dire donc qu'on dort par terre sur un matelas. Donc ça veut dire 2 lits l'un au-dessus de l'autre, et un lit par terre, et rien d'autre. Et il faut tenir toute la journée parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de parloir. Donc c'est chaud quand même. C'est costaud. C'est un des effets d'ailleurs les plus spectaculaires, puisqu'on a perdu 75% des matelas au sol. Voilà. Donc vous travaillez beaucoup mieux en fait. J'adore cette expression, j'ai perdu mon matelas au sol. Pourvu que ça dure. Exactement, oui. Et d'ailleurs, je crois qu'une partie des personnels qui ont été interviewés dans les différentes émissions le disaient bien, ça change la manière de travailler. On a plus de temps, on est moins dans la gestion des flux. En tout cas, dans les maisons d'arrêt qui, comme par exemple en Ile-de-France ou en Rhône-Alpes, sont à des niveaux de suroccupation en temps normal de 160, 180, 200%, on est dans la gestion de flux. On gère des tours de parloir, des tours de promenade et des tours de douche. Et ça a été plus facile comme ça d'éviter la contamination possible. Exactement. Ça s'est bien passé finalement. On craignait le pire. Ce qu'on peut dire, en tout cas, pendant la première phase de la crise sanitaire, qui était celle que tout le monde redoutait le plus, finalement, l'épidémie, elle est restée très contenue. Elle a même moins touché les détenus en détention que la population générale, finalement. Donc, la stratégie de protection sanitaire qu'on a mis en place dans les prisons, dans cette première phase de la crise, elle a été efficace, oui. Comment on fait, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, comment on fait pour qu'on ne reparte pas en avant? Parce qu'il va y avoir de nouveaux procès, de nouvelles décisions d'incarcération. Comment on fait pour se battre contre ça? Alors, il y a plusieurs choses. Contrairement aux lois d'amnistie, au décret de grâce, où l'activité juridictionnelle était la même avant comme après, ici, on a une activité juridictionnelle qui va reprendre progressivement. Donc, l'inflation carcérale ne va sans doute pas reprendre au même rythme qu'avant la crise. Deuxièmement, il y a quand même cette baisse spectaculaire de la surpopulation carcérale, elle frappe tous les esprits et on en parle, si j'ose dire, enfin. Et c'est une question qui s'impose dans le débat politique, même si elle a beaucoup occupé le Parlement dans les 3 dernières années, lors du débat sur la loi de programmation. Et puis troisièmement, et c'est ce qu'espèrent tous les praticiens de la justice, c'est que, entre-temps, pendant la crise, est entrée en vigueur la réforme des peines, le 24 mars dernier, et donc l'activité des juridictions, l'activité des juridictions pénales, elle va reprendre avec un droit différent, et un droit qui pose le principe que les courtes peines n'ont pas à s'exécuter en prison. Et c'est bien ce qu'a montré cette crise, c'est qu'on pouvait fortement diminuer le nombre des courtes peines, puisque l'essentiel des détenus qui sont sortis, ce sont les courtes peines. Alors justement, on va écouter un nouvel extrait de votre interview, Maïtena. Nicole Belloubet, vous lui avez demandé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où je vous parle, nous avons des dispositifs législatifs qui, je l'espère, parce qu'il faut qu'ils soient utilisés par les magistrats et par les personnels pénitentiaires, nous avons des dispositifs législatifs qui doivent nous permettre de pallier cette remontée de population carcérale qui va forcément découler de la remise en marche des tribunaux. Donc c'est bien aux tribunaux de décider d'appliquer d'autres solutions plutôt que la prison. Bien sûr, d'une part, c'est le tribunal qui prononce la peine, et donc c'est évidemment très, très important. C'est le juge qui prononce la peine, c'est le juge d'application des peines qui suit les peines. Donc c'est évidemment les magistrats qui détiennent la clé de ce dont nous parlons. Elle est sans langue de bois, là. Elle est sans d'aucune manière dans la langue de bois, extrêmement détendue, extrêmement claire. J'étais extrêmement heureuse de cette interview. Ça faisait du bien d'entendre une ministre. Je dis ça parce que ceux qui nous écoutent là sont en train de se dire mais c'est quoi? C'est des gauchistes échevelés qui veulent que plus personne n'aille en prison? Non, c'est aussi ça le grand malentendu dans ce pays. Dès qu'on parle de la prison, on parle de gens qui ont fauté et dont on pense qu'ils doivent être punis. Bien entendu, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'on vit au pays des oiseaux. C'est pas l'idée. Il faut préciser tout de suite que parmi les libérations, ça n'est que des fins de peine. C'est ça, 2 mois. C'était 2 mois avant la sortie. Voilà,
pour des actions de terrorisme ou autres. C'est très agréable d'entendre la ministre parce qu'elle est assez courageuse, la dernière ministre, la dernière garde des Sceaux à avoir accepté de porter une politique pénale. C'est absolument pas populaire de dire qu'on ne veut pas engorger les prisons. On a l'impression qu'on dit qu'on ne veut pas condamner les coupables. C'est pas du tout le sujet. On veut condamner les coupables, mais mettre quelqu'un en prison, donc détruire sa vie, il perd son logement, il perd son travail, il perd la rupture familiale parfois, n'a aucun sens si on peut faire autrement, si on peut punir en demandant réparation à la société autrement qu'en excluant du monde et en condamnant à l'indignité. Et voilà, c'est effectivement à quoi une société devrait s'astreindre. Mais c'est vrai que ça nous touche. Moi, honnêtement, je ne m'étais pas du tout intéressée aux prisons, à part en lisant quelques poètes de loin, quoi. Voilà, ou en regardant Prison Break. Mais... Donc, la balle est dans le camp des juges, c'est ce que dit la ministre. En fait, il y a déjà des outils, des moyens de trouver des peines alternatives à la détention dans certains cas précis, bien sûr. Alors, on n'a pas toute l'interview de la ministre. On regardera la dernière émission. J'espère bien. Et je suppose que la ministre... Demain soir, 19h30. Je suppose que la garde des Sceaux, elle évoque évidemment la responsabilité de l'autorité judiciaire, puisque à la fin des fins, la sentence pénale, la peine de prison, elle est prononcée par des juges. Mais elle est prononcée au terme d'un procès. Au terme d'un procès pendant lequel un avocat plaide une peine aussi, et pas simplement l'acquittement ou la relaxe. Donc... l'entrée en vigueur de cette réforme pénale qu'on a portée depuis 3 ans, elle est aussi la chose des avocats qui doivent s'emparer des nouvelles mesures, qui doivent plaider aussi les autres peines que la prison pour les courtes peines. Exactement. Voilà, faut le dire, le bracelet, le sursis probatoire, la semi-liberté, etc. Donc il y a d'autres peines qui existent en alternative crédible avec un vrai contenu aux courtes peines de prison. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut trouver des alternatives à l'incarcération des criminels condamnés à 20 ans. Ce n'est pas ça le sujet. Et ce que montre bien cette crise, c'est qu'il y avait suffisamment de détenus condamnés à des courtes peines ou en fin de peine pour que les chiffres diminuent aussi fortement. Et puis, il y a un autre acteur que l'émission a mis en valeur, et je pense que le Français moyen connaissent assez peu, ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de promotion. Et les SPIP, ils servent à 2 choses. Ils servent à aider les magistrats à prononcer la peine la plus adaptée au profil et à l'acte commis par le prévenu. Et ils servent ensuite, pendant toute la durée de la peine, à donner du sens à la peine, à donner du contenu à cette peine. Les tribunaux ont reprennent progressivement. Est-ce qu'on a une tendance sur les incarcérations? C'est trop tôt. On n'a pas assez de recul pour le dire. Les tribunaux, en tout cas dans la justice pénale, vont prioriser certaines affaires, notamment les assises. Ce n'est pas les assises qui pourvoient le plus grand nombre de détenus. Et puis, le vrai curseur, ça va être la reprise des comparutions immédiates. J'ai un petit chiffre, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. On a toujours l'impression qu'on parle de gens très très dangereux. Évidemment, les gens qui passent en procès d'assises, donc qui ont tué quelqu'un, etc., c'est très peu de gens. Il y a 30% des détenus qui sont là pour plus de 15 ans. Tous les autres, ça veut dire 70%, sont là pour 1, 2 ou 3 ans. Des peines 70% des détenus, relativement courtes. Est-ce qu'on a des nouvelles? Pardonnez-moi, allez-y. Pour vous donner une idée, la durée moyenne d'incarcération en France, c'est 10 mois et demi. D'accord. C'est pas 15 ans. C'est peu. Est-ce qu'on sait, ces détenus qui ont bénéficié de libération anticipée, qui étaient en fin de peine, ce qu'ils sont devenus? Parce qu'arriver dans une France confinée par temps de Covid, c'est quand même très particulier. Alors, les mesures qui ont permis ces libérations anticipées, qui expliquent, à peu près un tiers, la moitié de la baisse de la population pénale, c'était des assignations à domicile prononcées par le parquet ou l'octroi de réduction de peine exceptionnelle dans la limite des 2 mois, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, en fait, ces détenus, ils sont sortis dans la France confinée et ils ont été confinés chez eux. Donc, c'est pour ça que ces dispositifs, l'effet est spectaculaire, mais ça ne peut pas être des dispositifs pérennes. Parce que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que le but, c'est de construire des alternatives crédibles aux courtes peines avec un contenu, une peine de 2 mois confinée chez soi avec une intervention minimale du SPIP, puisque les SPIP eux-mêmes étaient confinés. Donc, c'est pas ça le modèle pour construire, vous disiez tout à l'heure, la prison d'après, en tout cas les peines d'après. Si on veut du contenu, du suivi, de l'accompagnement, c'est pas simplement sortir dans une France confinée. Donc ça, c'était la situation, si j'ose dire, transitoire. Et ce qu'il faut qu'on contribue à construire, c'est ces peines avec du contenu. Maïtena, c'est une émission qui s'intitule « Lire pour en sortir ». Déconfiner, lire pour s'en sortir. Quel est votre conseil de lecture? Peut-être qu'il y a des détenus ou des surveillants qui nous regardent ce soir.
à leur destination? Moi, mon livre de chevet, on l'enverra alors? Ça veut dire qu'LCP l'enverra dans les prisons? On s'y engage. Non, parce qu'on l'a fait. Non, parce qu'il faut quand même le dire. Chaque semaine, on a envoyé dans les prisons dont on parlait les livres qui ont été cités par tous nos invités, y compris par les députés. Moi, je dirais L'écriture ou la vie de Georges Semprin. Quand on revient de très loin et qu'on sait que ce très loin, il reste à l'intérieur de nous-mêmes, comment pas s'en débarrasser, parce qu'on ne s'en débarrasse pas, mais comment vivre avec, malgré. Moi, c'est un livre, pour moi, si je continue à en parler, je vais me mettre à pleurer, donc c'est pas utile. Stéphane Bredin? Moi, mon livre de chevet, je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement utile aux détenus, parce que j'aurais volonté parler de Mémoire d'Adrien. En revanche, pour le haut fonctionnaire que je suis, il y a une forme d'éthique Alors, j'exerce pas le pouvoir, je suis haut fonctionnaire, je ne suis pas ministre ni parlementaire, mais il y a une forme d'éthique de l'engagement politique et de l'exercice du pouvoir, en tout cas de l'exercice de l'État. Et c'est ça qui me viendrait comme lecture spontanément, parce que dans un moment comme celui-là, où il y a des circonstances exceptionnelles, il va falloir s'en saisir et il va falloir être à la hauteur de ces circonstances exceptionnelles pour pas simplement recommencer comme avant. On sera au rendez-vous pour vérifier. Merci beaucoup. Merci Stéphane Bredin. Maïtena, demain soir, 19h30, déconfiné. 19h30. Quelque chose me dit que c'est pas forcément la dernière. J'espère. Ça, c'est la dernière avec toutes les interviews, et puis on va se retrouver encore la semaine prochaine pour les meilleurs moments. Et il y en a eu tellement, mais tellement, vraiment. Allez, le rendez-vous est pris. Merci à vous. 24 heures à l'Assemblée. Maintenant, c'est l'heure de retrouver le carnet de route de Thomas Després. Thomas, il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait, Thomas, ce soir? Ah, vous êtes là, Myriam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de plagiat supposé. C'est ma journée à l'Assemblée. À ma droite, Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise. À ma gauche, Christophe Blanchet, député La République En Marche du Calvados. Entre eux, le problème, c'est ça. Madame la ministre, nous vous avons adressé il y a 3 semaines, avec 100 députés de la majorité, une proposition. Offrir la possibilité pour les salariés qui le veulent, dans le public comme dans le privé, de faire don d'une partie de leur congé payé ou RTT au bénéfice de ceux qui luttent directement contre le Covid-19. Le problème, c'est que cette proposition, faite dans l'hémicycle mardi par Christophe Blanchet, aurait été faite il y a 2 mois par Maxime Minot. Alors, qui a eu l'idée en premier? On leur a posé la question. Bonjour Maxime Minot. Bonjour. Alors comme ça, vous vous êtes fait voler votre idée. Effectivement, c'est une proposition de loi que j'ai faite, en tout cas à l'ensemble de mes collègues parlementaires de l'Assemblée nationale le 22 mars dernier, dans un esprit effectivement d'unité nationale, de solidarité. Mais quand j'ai découvert effectivement lundi qu'ils avaient repris mon idée à l'identique, effectivement c'est assez révoltant et assez rageant. Bonjour Christophe Blanchet. Maxime Minot dit que vous avez plagié son idée. Comment vous réagissez? J'ai relu attentivement sa proposition qui est très intéressante. Qui est très intéressante parce qu'elle pose une proposition de permettre à des salariés, publics comme du privé, de donner leur congé payé vers d'autres structures, publiques ou privées, en congé payé. C'est très intéressant, mais notre proposition, c'est pas du tout ça. C'est de transformer le don de congé payé volontaire ou de RTT en chèque vacances pour les personnels soignants. Alors même si la proposition est plutôt différente pour Christophe Blanchet, Maxime Minot, lui, continue de crier au copier-coller. C'est pas une bonne chose que la majorité porte ce texte, Maxime Minot? Bien sûr, mais moi, en tout cas, de mon côté, je n'aurais aucun scrupule à voter la loi qu'ils vont proposer si effectivement je n'ai pas la possibilité de débattre de la mienne avant. Je ne suis pas dans le sectarisme depuis mon arrivée au Palais Bourbon. J'ai fait les calculs du coup depuis cet épisode. J'ai voté plus de 40% des textes qui ont été proposés par la majorité. Donc là, aujourd'hui, je regrette juste qu'ils ne tendent pas la main à l'opposition alors qu'ils prônent partout de l'unité nationale. Et l'union nationale, ça vient aussi dans le débat politique. Alors pour être tout à fait complet, cette proposition de faire don de ces jours de congé aux soignants plaît beaucoup à Muriel Pénicaud. La ministre du Travail a dit qu'elle allait y réfléchir. Et nous, on se retrouvera mardi pour une nouvelle journée à l'Assemblée, Myriam. Absolument, Thomas. Le rendez-vous est pris. Bonsoir, Camille. Ça fait bien plaisir de vous retrouver, Camille Saferis. Comment s'est déroulé ce confinement? Ça me fait très plaisir. Vous avez lu tous les livres? Très bien. J'ai lu tous les livres qui sont derrière moi. Bon alors, on vous retrouve... Ah pardonnez-moi, j'ai pas encore l'habitude, allez-y. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Alors, l'apéro, évidemment, prendre l'apéro, parce que moi, c'est ce que je fais dans l'émission, d'aller prendre l'apéro avec des députés. Maintenant, c'est complètement ringard, je suis désolé de vous le dire. Maintenant, il faut prendre des apéros visio.
Donc, moi, j'ai bu l'apéro en vidéo depuis chez moi avec ce soir Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, il est député En Marche de Paris. Et figurez-vous qu'il n'est pas venu les mains vides pour l'apéro. Il avait apporté une bonne bouteille, mais pas n'importe laquelle. Une bouteille très spéciale. Regardez. Ce vin-là, c'est un vin qu'il ne faut pas boire du tout. Ah, d'accord. C'est une cuvée, en fait, des pompiers du 9e arrondissement de Paris, avec des vignes qui poussent sur la Caserne Blanche, donc en plein milieu de Paris. Donc c'est très rare du vin de Paris. Et c'est une tradition depuis des années. Et ils font une vendange avec des bouteilles que l'on achète pour les bonnes œuvres. Pourquoi il ne faut pas le boire du tout, alors? Ah, il est imbuvable. Il est vraiment imbuvable. Personne ne le boit, mais ça nous fait très plaisir tous de l'avoir parce que c'est un symbole. On est très attentif à ce vin-là parce qu'en fait, il est vendu dans une fête qui permet donc de lever de l'argent et de trouver de l'argent pour les pompiers ou les soldats blessés. Et donc, c'est un vin qui me tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Château Blanche. Et surtout, ne le buvez pas. À nos blessés, voilà, à nos blessés. Qu'apporte l'apéro lui-même, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien, ça le fait, hein, comme on dit, ces apéros Zoom. On retrouve votre patte. Vous avez vu que, comme beaucoup de Français, comme Richard Ramos tout à l'heure d'ailleurs, Sylvain Maillard, il a pris un peu de poids pendant le confinement. Hein, malheureusement, ça se voit un petit peu. Alors, je vais donc poser la question franchement. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? Qui est responsable de ce carnage? Vous savez quoi, quand vous faites, allez, je sais pas, 200 pas par jour, max. 200 pas? Honnêtement, on ne fait pas beaucoup plus. Hein. Quand vous passez toute la journée, le week-end, à rester à la maison, vous mangez, vous grignotez, c'est comme ça que ça se passe. Je crois que j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, on a dit que les Français avaient pris 2,5 kg en moyenne. C'est vrai. Depuis le début du confinement, écoutez, moi je suis un vrai Français. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant le confinement? On a fait beaucoup de blanquettes de veau. Donc c'était très très blanc, très bien. Et puis beaucoup de fruits de mer. Et puis du grignotage aussi. Les cacahuètes avec le verre de vin. Donc le responsable de votre léger surpoids, on peut dire ça. C'est vrai que vous avez un tout petit peu forci depuis que je vous ai vu. C'est vrai. C'est la caméra, je pense. La caméra, c'est vrai que c'est sûrement la caméra. Et c'est visiblement la blanquette, quoi, principalement. En tout cas, ça n'a pas aidé. Ça, c'est clair. Alors, à l'Assemblée, il y a désormais des règles sanitaires très très strictes, masques, gel, etc. Et puis, il y a moins de monde. Il y a seulement 150 députés, vous le savez. Donc, il y a aussi moins de bruit, les gens s'écoutent mieux, ce qui est plutôt pas mal pour le dialogue politique. Et finalement, d'après Sylvain Maillard, c'est une bonne nouvelle. Ça a construit aussi beaucoup plus de respect les uns envers les autres. Le respect qui existait en fait en dehors de l'hémicycle. Ça va être des échanges plus apaisés où on va davantage écouter les idées des autres? Je crois les deux, oui. Je pense que ce sera moins polémique. Au lieu de dire vous faites mal, moi je ferai bien et vous faites mal, la situation du gouvernement elle est extrêmement difficile et n'importe qui sera à la place serait confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes choix compliqués. Donc. On pourrait donc enfin s'entendre entre opposants politiques grâce au masque et à la distanciation sociale. En tout cas, c'est le cas à l'heure actuelle. Est-ce que ça va durer? À mon avis, non. Mais en tout cas, c'est très agréable à l'heure actuelle, je dois le dire, parce que du coup, chacun écoute beaucoup plus les autres et chaque argumentation est beaucoup plus construite que d'habitude. Donc c'est beaucoup plus agréable, c'est vrai. Et ben voilà, merci Camille. Moi je trouve que ça marche bien vos apéros Zoom, ça a fait beaucoup rire l'histoire de Blanquette. Ah oui, la Blanquette, non mais vous l'avez pas fait. Comment est votre Blanquette? Ma Blanquette est bonne. Merci Camille. On se retrouve la semaine prochaine. Madame. On termine avec le jour d'après. Chaque soir, vous le savez, un grand entretien autour d'un thème au cœur de cette épidémie. Ce soir, la géopolitique. États-Unis, Chine, Europe. Qui va gouverner le monde de l'après-crise? C'est Sylvie Kaufmann, journaliste au quotidien Le Monde, qui répond à nos questions. Voilà, pas mal. Ça va. Je peux me mettre un peu plus loin, comme ça. Bonjour Sylvie Kaufmann. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Alors cette épidémie de coronavirus, elle bouleverse évidemment tout sur son passage, y compris
la géopolitique, États-Unis, Chine, Europe. On va en parler dans le détail. Mais d'abord, est-ce que vous avez été surprise de voir qu'on n'a pas pu répondre au niveau mondial à cette crise, ni au niveau du G20, du G7, ni au niveau des Nations Unies? C'est une surprise ou pas? Pas vraiment, parce que ce qu'on peut dire de la géopolitique de cette crise ou des conséquences géopolitiques de cette crise dans un premier temps, c'est qu'elle a accéléré. Cette crise a vraiment accéléré de manière très brutale et assez choquante, mais des tendances qui étaient déjà à l'œuvre dans l'ordre international mondial. Si vous voulez, on voyait bien déjà avant la crise que cet ordre international qui est hérité de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qui est l'ordre organisé par les États-Unis au XXe siècle, était déjà très mal en point, que la mondialisation était critiquée, que l'ONU avait énormément de mal à fonctionner, que le Conseil de sécurité était bloqué sur la Syrie de manière permanente, que le G7 ne marchait pas très bien non plus, le G20 faisait à peu près son effet, mais que l'OMC était aussi un peu en panne. Voilà, on avait déjà un phénomène qui était très visible et qu'on analysait beaucoup, non pas de désagrégation, mais de détérioration très nette de l'ordre international. Autre nouveauté avec cette crise, c'est qu'elle a été gérée pour partie par des pouvoirs populistes. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Poutine, Orban, alors pouvoir autoritaire aussi. Est-ce que ça change quelque chose dans la possibilité d'une réponse coordonnée mondiale? De toute façon, il y avoir un moment où politiquement, il va falloir rendre des comptes. Et on va établir une sorte de tableau de qui a réussi, quel régime a bien fonctionné et quel régime a mal fonctionné. On voit que la Chine se targue d'avoir bien géré sa crise, puisque le nombre de morts en Chine est bien inférieur au nombre de morts aux États-Unis ou en Europe. En réalité, on ne sait pas si la Chine a vraiment bien géré sa crise, d'abord parce qu'on ne sait pas si les chiffres qu'elle nous fournit sont exacts, et ensuite il y a quand même ces doutes énormes sur l'origine de l'épidémie qui est partie de Chine. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ces laboratoires de Wuhan. Donc là, pour l'instant, il y a une opacité qui est une caractéristique des régimes autoritaires, mais qui nous empêche de voir vraiment ce qui s'est passé. La grande surprise, c'est la faiblesse de la première puissance mondiale. Donald Trump s'est révélé incapable de gérer de façon efficace cette crise. Il a pris des mauvaises décisions, il avait coupé les crédits de la recherche, il a même remis en cause le bureau des épidémies avant la crise. Et voilà que tous les emplois créés avant la crise sont détruits, plus de 20 millions de chômeurs en une semaine. C'est ça, au fond, le bilan de Trump. C'est une grande faiblesse, voire un désastre. Alors, il y a deux choses. Il y a le modèle américain et il y a la gestion par le président Donald Trump. Alors, la gestion par Donald Trump, vous venez de la décrire, elle est effectivement assez catastrophique, en tout cas vue d'Europe. Au début, il a commencé par minimiser la maladie, il a dit que c'était une grippe, il a dit que ça serait terminé très rapidement, qu'il y aurait 0 mort. Enfin bon, il a été obligé de changer de stratégie. Ensuite, il s'est disputé avec les gouverneurs, notamment celui de New York et celui de Californie, et ceux dont les États étaient les plus touchés. Je ne parle pas des épisodes où le président a même suggéré qu'on pouvait s'injecter du désinfectant puisque ça marchait pour nettoyer les surfaces. Enfin voilà. Donc on a en effet un président en action qui pose énormément de problèmes avec des conséquences assez lourdes pour son pays. Et puis on a un modèle américain qui, en effet, révèle ses faiblesses. Ce n'est pas la première fois, on l'a vu déjà pendant la crise financière de 2008, c'est-à-dire que dès que l'économie accuse un gros choc,
on a immédiatement des millions de chômeurs, des gens qui sont licenciés du jour au lendemain, qui ont beaucoup moins de protection et d'indemnisation que nous ne l'avons en Europe. Il n'y a pas de filet de sécurité sociale à proprement parler aux États-Unis. Est-ce que pour revenir à la géopolitique, les États-Unis et Donald Trump doivent se donner un nouvel ennemi? Alors peut-être qu'il l'était déjà, mais là, il y a une mise en scène de l'ennemi à travers la Chine. Donald Trump décide de parler du virus chinois, de marteler cette expression pour aussi retrouver une certaine forme de puissance face à la vulnérabilité du modèle américain? Oui, bien sûr, il y a cette idée d'attaquer la Chine pour trouver un peu, pour essayer comme dérivatif d'une certaine manière, pour masquer ses propres erreurs de gestion. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, cette crise accélère les tendances déjà à l'œuvre sur le plan international, et la rivalité, la compétition et l'affrontement sino-américain entre la Chine et les États-Unis était déjà une réalité du monde pré-crise. Donc là, on voit cette compétition s'exacerber avec la montée en puissance de la Chine, qui essaye de manière très spectaculaire et très visible de se servir de cette crise pour montrer que son modèle est le plus efficace et le meilleur. Je vais vous montrer cette vidéo, regardez. In many movies, one single American can save the world. However, in reality, when the mankind facing a big crisis, it is China who stands out and save the world. Ça veut dire quoi, ça? C'est complètement nouveau? Alors, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus accentué que ce qu'on avait vu avant. On voit que la Chine veut faire de cette crise une opportunité, ce qui est amusant parce que le mot crise en chinois veut aussi dire opportunité. Donc là, on est vraiment dans la logique chinoise d'une certaine manière, et montrer que la Chine a un modèle supérieur à celui des États-Unis. Et comme les États-Unis, sous la conduite de Donald Trump, sont en retrait sur le plan international, on voit bien là vraiment dans cette crise, les États-Unis ont abandonné toute prétention au leadership mondial. Ils ne s'en occupent même plus. Ils ont tourné le dos aux alliés européens dès le début de la crise en fermant les frontières sans même les alerter. Ils ont suspendu leur financement à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui logiquement devrait être l'organisation internationale la plus importante en ce moment pour la communauté mondiale. Donc on est vraiment là dans une compétition féroce de ces deux modèles, et la Chine essaye d'en tirer le meilleur parti. Alors face à ces deux géants, États-Unis, Chine, il y a l'Europe. Il y a l'Europe qui peine à trouver sa place sur le plan géopolitique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est, pour l'heure, la grande perdante dans cette crise? Vous avez tout à fait raison, l'essence même du projet européen est mise en cause par cette crise. C'est-à-dire, en effet, vous avez deux des principaux piliers sur lesquels repose l'Union européenne qui ont été attaqués, le marché unique et l'espace Schengen. Le marché unique parce qu'on a vu des pays, et pas des moindres, la France, l'Allemagne, émettre dès le début de la crise des interdictions d'exportation de matériel médical au sein de l'Union européenne. Et puis l'espace Schengen, comme vous l'avez dit, il y a plus d'une douzaine de pays qui ont fermé leurs frontières à un moment ou un autre. Pas la France, d'ailleurs, il faut le remarquer, mais l'Allemagne, par exemple, le 15 mars, a fermé ses frontières avec 5 pays, dont la France. Il y avait une frontière en Alsace pour la première fois depuis très longtemps. Dernière question, très rapidement, et pour vous mouiller un peu, à quoi il ressemblera cet ordre mondial après? Les pays qui ont le mieux géré cette crise vont gagner en influence, vont gagner en soft power, vont gagner en image. Et je crois que on parlait déjà beaucoup avant de la compétition entre régimes autoritaires et démocratie libérale. On voyait que les démocraties libérales étaient à la peine d'une certaine manière parce qu'on assistait à cette montée du populisme et du nationalisme et de l'autoritarisme et des leaders forts. Mais finalement, je crois qu'on voit que les leaders forts ne se sont pas mieux débrouillés que les démocraties libérales. Les régimes sont différents et finalement, ils montrent une résilience qui relève du consensus. Merci Sylvie Kaufmann pour ce tour d'horizon géopolitique d'aujourd'hui et de demain. Au revoir, merci.
Et ainsi s'achève cette émission. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle semaine de Ça vous regarde. D'ici là, très belle soirée sur LCP.